Est-ce que on peut noter le sérieux de ma personne pour cette vidéo? Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo promise sur les Illuminati et le satanisme dans l'industrie musicale américaine. C'était la vidéo que je vous promettais, spéciale 1000 abonnés, et franchement regardez, pour l'occasion j'ai fait péter la veste, donc j'espère que vous êtes contents, car en plus le sujet est lourd, il est très lourd, mais sachez que j'ai tout fait pour vous rendre ça le plus digeste possible. Donc ce qu'on va faire, déjà on va planter le truc, on va faire ça correctement de manière professionnelle. Dans ces deux vidéos on va essayer de répondre à plusieurs questions qu'on se pose tous, à savoir déjà c'est quoi le bail en fait avec les célébrités américaines sur vendre son âme au diable, sur le fait que certaines grosses fortunes slash rappeurs sont à ce qui paraît les nouveaux maîtres du monde. C'est quoi ce délire du nouvel ordre mondial? C'est quoi ce délire de faire tout le temps des signes bizarres avec l'œil? Donc au final what happened? On va voir tout ça ensemble, donc c'est parti. Alors déjà avant tout, la première question à se poser c'est qui sont les Illuminati? Et figurez-vous que pour répondre à cette question, il faut remonter loin en arrière. Il faut remonter plus précisément le 1er mai 1776, date à laquelle un gars a décidé un jour de se faire un groupe avec ses potes. Ce type-là s'appelait Adam Weishaupt. Je ne parle pas du tout l'allemand, alors vous allez m'excuser, hein, mais on va l'appeler Adam Weishaupt. Et même temps en français, Weishaupt, qui a donc créé une société secrète lors d'une nuit obscure dans les bois. Oui, car ce type, quand même important de le savoir, c'est un philosophe et un théologien qui a eu une éducation faite par les jésuites. Et pour planter un petit peu le décor, ce groupe a vu le jour à un moment dans l'histoire où on était dans un mouvement de libres penseurs, de rationalistes et de progressistes. On est au siècle des Lumières. On va l'appeler Adam. Il voulait en fait créer un ordre où le savoir serait partagé et où des connaissances ésotériques pourraient être transmises aux membres des grades les plus élevés. Et leur but à ce groupe, enfin surtout à ce monsieur, c'était de créer une société où on encouragerait le perfectionnement de l'humanité selon les principes qu'on connaît bien, mais bon bref, à savoir liberté, égalité, fraternité. Pour lui c'est bon quoi, on est au temps des Lumières, on est une époque moderne, donc c'est fini tout ça, faut un peu dépoussiérer la ringardise, la monarchie et la religion c'est bien mignon mais faut passer un peu à autre chose. Du coup lui ce qu'il veut c'est changer radicalement la gouvernance des États européens en créant un état de liberté éthique et morale où le savoir, l'intelligence, l'illumination seraient maître mot pour gouverner les hommes. Et de ce fait, au tout début, lui et son crew, ils ont décidé de s'appeler l'Ordre des Illuminés. Leur totem était la chouette de Minerve, ou autrement appelée la chouette d'Athéna, qui est utilisée comme symbole de la connaissance et de la sagesse, également de la perspicacité et de l'érudition dans le monde occidental. Et ils avaient également un autre symbole qui est un cercle avec un point au milieu représentant l'œil qui voit tout. Commencez à capter un petit peu les liens qu'on peut voir avec certaines stars d'aujourd'hui. Alors petite précision, ce point qui représente l'œil qui voit tout, c'est pas l'œil de Dieu, mais ce serait, je cite, l'œil mystérieux des supérieurs inconnus auxquels l'ordre répond. Mystérieux de gomme. D'ailleurs, la nuit du 1er mai, est-ce fait exprès ou pas, en tous les cas c'est assez troublant parce que cette nuit n'est pas une nuit ordinaire. Le 1er mai est la nuit de Walpurgis. La nuit entre le 30 avril et le 1er mai, on faisait des fêtes néo-païennes qui étaient célébrées clandestinement dans toute l'Europe depuis des temps très anciens, malgré les interdictions de l'église, car cette fête était associée au sabbat des sorcières. Donc déjà là je vous plante une petite notion d'ésotérisme dans le délire. Et là ce qui commence à être intéressant c'est que donc Adam avec son petit groupe de potes, ils vont quand même hyper bien s'organiser. À savoir que donc cette société secrète est organisée de manière pyramidale, de la même manière d'ailleurs que la franc-maçonnerie, mais je précise d'entrée de jeu que ne faites pas trop l'amalgame parce que à l'époque Adam peut pas du tout piffrer les francs-maçons, mais il va quand même pomper un peu de chez eux et un peu des jésuites pour faire son organisation à lui. En fait il va faire sa petite salade, car ce qui lui plaît notamment chez les jésuites, c'est qu'ils obéissent tous à une personne qui est un super
supérieur général qui dispose d'une autorité absolue sur toute la compagnie. Je vous ai dit qu'il y aurait des notions d'histoire et tout ça, mais franchement accrochez-vous parce que c'est quand même assez intéressant pour comprendre après le lien avec notre époque. Donc lui Adam, bah forcément hein, c'est sa société secrète, donc bah il s'autoproclame général. Il est assisté par un conseil suprême formé de ses premiers compagnons qu'on appelle les aéropagites, et seule la direction donc de cette organisation connaît les secrets de tout ce qu'ils ont l'intention de faire. Les futurs candidats qui voudront postuler pour être intégrés dans le groupe, bah faut pas que ça soit n'importe qui. Il faut qu'ils aient une réputation solide, avec des liens sociaux et familiaux bien fondés, et bon bah s'ils ont une grande fortune, c'est encore mieux. Et attention, accrochez-vous bien, parce que malgré qu'ils prenaient pas donc leurs novices n'importe comment et chez n'importe qui, on montait pas en grade comme ça. Il y avait tout un délire à respecter. Les novices devaient rédiger un rapport sur tous les livres qu'ils possédaient. Ils devaient écrire une liste de leurs faiblesses, consigner leurs idées, leurs pensées, rédiger des travaux. Tout ça après ils en faisaient part à l'ordre, et ils devaient même révéler le nom de leurs ennemis. Ça plus 15 milliards d'autres choses à faire. Donc ça durait à peu près sur 2 ans. La recrue devait ensuite promettre de sacrifier ses intérêts personnels pour le bien de la société. Il jurait obéissance à ses supérieurs bien qu'ils soient cachés et inconnus. Donc le tout jeune novice, après 2 ans, il peut accéder au rang de minerval. Après il y a minerval illuminé, mais par la suite il y aura encore de plus en plus de grades. Alors Adam c'était un prof à la base, donc l'adhésion se limitait uniquement à des élèves qui lui avaient un peu tapé dans l'œil. Après petit à petit ils ont accueilli de nouveaux membres au-delà de l'école, donc ils ont commencé à recruter des médecins, des hommes politiques, des avocats, des juristes, des intellos, des écrivains. Tant et si bien qu'en 1784, à la fin de l'année, il compte désormais entre 2000 et 3000 adeptes. Commence quand même à être un sacré gang quoi, il se pose là. Il y en a même un qui s'appelle le baron von Knitsch, qui lui va vachement bien s'entendre en fait avec Adam, et il va carrément réorganiser un petit peu tout le truc. Lui en plus c'est un ex-franc-maçon que Adam a détourné, donc il va dire ok moi je connais bien la gestion et tout, donc vas-y je fais un nouveau truc. Et dorénavant les membres des Illuminati auront un nom secret tiré directement de l'Antiquité classique. Alors ce qui est drôle c'est que Adam lui se fait appeler Spartacus, le baron Nige lui se fait appeler Philo, et lui du coup dans sa nouvelle structure il va inclure 13 degrés, 13 niveaux divisés en 3 classes. Le degré le plus élevé de la première classe est illuminé mineur, seconde classe illuminé dirigeant, et la dernière classe la plus haute, le roi. Et lui Nige il dit à Adam franchement en gros je sais que tu les aimes pas mais ce serait bien qu'on intègre les loges franc-maçonniques histoire de détourner justement d'autres membres. Adam va accepter et comme ça ils vont encore recruter de plus en plus de nouveaux adeptes. Mais malgré tout à un moment donné entre Adam et Nige ça va plus trop le faire, ils vont s'embrouiller, du coup Nige va partir et les choses vont commencer à se gâter. Il va y avoir une sorte de chasse aux sorcières en fait. J'ai failli m'étouffer avec ma salive. En gros, à ce moment-là, on va commencer un petit peu à entendre parler justement de cette société secrète. Il y en a un petit peu marre en fait de tous ces trucs-là. Ils vont se faire dénoncer par quelqu'un. Bref, voilà, je vous passe les détails. Toujours est-il que le 22 juin 1784, l'électeur de Bavière, Charles Théodore, il va bannir toutes les sociétés secrètes, ce qui inclut donc les Illuminati et les francs-maçons. L'année d'après, en février 1785, Adam Weishaupt, espérons que je l'ai bien dit, il va être destitué de sa chaire universitaire et banni carrément de la Bavière. Il ira se réfugier à Gotha sous la protection du duc de Saxe, et à force d'être traqués comme des criminels, l'ordre des Illuminati s'éteindra définitivement en 1789. Sauf que, quelques années plus tard, en 1797, donc moins de 10 ans plus tard, on a un prêtre jésuite qui s'appelle l'abbé Augustin Baruel, qui est également un publiciste français. Et lui en fait il va dire non, ils ont pas arrêté, ils sont toujours là, et il leur met même la Révolution française sur le dos. Et c'est comme ça au fil du temps qu'il y aura de temps en temps quelqu'un qui reparlera d'eux en disant je suis sûr qu'ils existent encore. Et ça a même traversé l'océan jusqu'aux États-Unis. Et pour comprendre donc le rapport précisément avec l'industrie musicale, il faut remonter au 19e siècle.
Et là, accrochez-vous parce que ça donne le vertige. En 1806, il y a encore notre pote publiciste l'abbé Baruel qui va de nouveau parler des Illuminati. Du moins, il va en parler de manière détournée. Il va évoquer une secte judaïque qui monopoliserait les réserves d'or et serait à la tête de l'ensemble des sociétés secrètes dans le monde. Et là, franchement, ça part en cacahuète parce que cette info va être relayée par d'autres chapelains jusqu'à l'ouvrage, peut-être que vous le connaissez, La France juive, qui révèle dans ce bouquin la judéité secrète de Adam Weishaupt. Donc là, si vous voulez, c'est important, hein, on dessine un lien entre conjuration juive et ordre des Illuminati. Comme ça, c'est sorti comme ça, du chapeau. Et c'est plus d'un siècle plus tard, en 1920, qu'on va avoir deux femmes principalement. La première, Nesta Helen Webster, une conférencière, suivie de Lady Queenborough, qui vont commencer à... Alors, elles vont carrément tout mélanger. Elles vont parler de péril juif, d'Illuminati et de magie noire. Voilà, elles ont tout foutu dans le même panier, avec plus ou moins des explications auxquelles waouh, ça donne des vertiges. Mais voilà, vous commencez déjà à sentir jusqu'où on va aller comme ça. On a carrément des gradés, s'il vous plaît, de la marine américaine qui vont commencer à mettre leur grain de sel dans l'histoire, jusqu'à accuser même Eisenhower d'être un Illuminati. Alors accrochez-vous parce que là franchement ça devient drôle. Je suis désolée pour ceux qui y croient, mais quand on se mange tout l'historique en fait comme ça, on se dit mais waouh. Car il aurait négocié un traité avec les aliens en 1954 pour en gros arranger les reptiliens. Est-ce que tout ça, ça vous fait pas penser donc à quelque chose? Crash, Roswell, 1947. Voilà, bingo, vous y êtes. À ce qui paraît, donc, il y aurait eu des rescapés de ce crash et ces rescapés auraient petit à petit pris les commandes en fait du pouvoir fédéral états-unien. Yes it is. Et pour assaisonner un peu plus la salade, je vous rappelle aussi que depuis les années 30 aux États-Unis, il y a certaines légendes qui commencent à circuler, notamment autour de la société secrète Skull and Bones qui a été créée en 1832. D'ailleurs ça m'a fait rappeler tout de suite au film avec Paul Walker et Joshua Jackson. Il y a un film justement. Et en fait on a envie de se dire mais que oui, et le lien, bah ça va être dedans quand même. Voilà, tout ça va, les gens en fait vont faire un lien entre tous ces machins là. Voilà, c'est les Illuminati. Parallèlement, je pense que vous connaissez le groupe Bilderberg. Bah forcément, ça va aussi jaser autour de ça. Je vous rappelle que le groupe Bilderberg, pour ceux qui auraient peut-être entendu ça vite fait, ne sauraient pas trop ce que c'est, bah c'est quand même des gens très haut placés. Ce groupe compte environ 130 personnes européennes et américaines qui se retrouvent une fois par an lors d'une réunion en fait où ils discutent du monde, sauf que cette réunion a lieu à chaque fois à un endroit différent et on ne sait pas en fait ce qui se dit, c'est fermé, c'est gardé par l'armée. Forcément ça attise les théories du complot. Et ce forum en fait a été inauguré en 1954. Donc voilà, vous voyez, c'est un petit peu, ça arrive après les ovnis, donc dans la conscience populaire il y a certains fils, certains liens qui sont en train de se nouer petit à petit. Et on a justement un essayiste anti-maçonnique qui s'appelle Roger Menvey qui va justement publier un article en 1967 où là, il va justement parler de ce fameux groupe Bilderberg comme faisant partie d'une conspiration mondiale visant à instaurer un gouvernement mondial appelé la Synarchie qui serait dirigé par les États-Unis, prévoyant l'abandon des souverainetés nationales. Voilà. Donc en fait, rendu à là, ce qui est intéressant, c'est de voir plusieurs choses qui sont en train d'apparaître, dont certaines personnes commencent à tisser des liens plus ou moins vrais, on sait pas trop, mais voilà, la théorie du complot commence vraiment à prendre de plus en plus d'ampleur. Bush, were you in the same secret society? That's all right. Let me answer his question. Excuse me, were you arrested? Whoa. Is anybody watching this? Don't tase me, bro! Don't tase me! I didn't do anything! Ow! Ow! Et c'est dans ce contexte-là en fait où il y a vraiment pas mal de mouvements, de courants de pensée en fait qui vont naître. Dans les années 60, va naître une nouvelle pensée grâce aux activistes Black
Power, les Black Panthers, que l'ennemi est le capitalisme blanc suprémaciste, que donc il faut combattre ce système. On a un groupe qui s'appelle les Last Poets, qui sont un petit peu, on va dire, les ancêtres du hip-hop et grands sympathisants de Malcolm X, qui vont enregistrer leur 3e album, qui s'appelle Chastisement, et dans leur morceau E Pluribus Unum, ils vont parler en détail du fameux dollar américain. Je reviens après sur ce fameux dollar. Dans ce titre, on a plein d'allusions sur ceux qui accaparent l'or, la pyramide où se tient donc l'œil du diable, selon eux, qui a créé le mensonge. Là, c'est les paroles que je vous cite. Il parle également des chiffres romains à la base de la pyramide, qui serait en fait la date du début de leur existence, quand ils ont créé cette branche de l'enfer, soit en 1776. Donc là, en fait, si vous voulez, dans ce titre, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir en fait une espèce de corrélation, selon ce groupe, entre la déclaration d'indépendance des États-Unis, donc en 1976, et la création de l'ordre des Illuminés. Autre chose intéressante, selon la mouvance Black Muslim, le monde serait divisé en 3 catégories. Il y aurait 85% de la population qui vivrait dans l'illusion d'un faux dieu, 10 autres pourcents seraient ceux qui entretiennent justement ce mensonge d'un faux dieu pour les 85% de la population et qui exerceraient un pouvoir diabolique sur le monde, et les 5% restants seulement seraient les sages, dont le rôle est d'éclairer la masse sourde, aveugle et muette. Donc ça commence à faire beaucoup de choses. Et pour attiser encore plus cette idée de capitalisme blanc suprémaciste, il va y avoir l'apparition du sida dans les années 90, dont certains rappeurs comme Nas et Rakim vont parler dans plusieurs textes comme étant un plan de génocide des Noirs, idée qui sera également reprise par le groupe de rap Wu-Tang Clan. Monsieur Bush, le 6 mars 1991, il va faire une déclaration qui va éveiller certains esprits. Je cite: « Nous avons face à nous l'opportunité de fonder, pour nous et les générations futures, un nouvel ordre mondial. » Ah, cette fameuse phrase, le nouvel ordre mondial, qu'on entend de plus en plus maintenant encore. Et bah là, le lien va être tout fait entre Roosevelt et les Illuminati à cause du design du dollar, évidemment. Je vous ai dit qu'on allait en reparler de ce dollar. Et je vous rappelle aussi quand même que le but des Illuminati, c'était de créer un nouvel ordre mondial. C'est important quand même de bien avoir gardé ça en tête, parce que le jour où Bush il a parlé de nouvel ordre mondial, ça a été un petit peu comme la révélation en fait pour tous les adeptes de la théorie du complot, ceux qui avaient encore plus ou moins des doutes que les Illuminati se cachaient derrière tout ça. Quand ils ont entendu nouvel ordre mondial, bim bam, ça a direct fait le lien avec les Illuminati. Donc parlons de symboles cryptés et de signes visuels cachés. L'œil de la providence. Alors on le voit partout, celui-là, comme ça, on a vu à toutes les sauces, naturellement. À la base, c'est un symbole directement associé à la franc-maçonnerie. Mais du coup également aussi aux Illuminati, à cause, comme je vous le disais au tout début de la vidéo, de leur fameux cercle avec un point. Et ce qui intrigue énormément, c'est que cet œil est en fait à la vue de tous. On le retrouve partout. On le retrouve sur je ne sais pas combien d'églises, dans des bâtiments maçonniques de par le monde entier, mais également sur le fameux billet de 1 $. Et sur ce fameux billet de dollar américain, on a également le grand sceau des États-Unis, qui n'est pas donc, sans rappeler, un des symboles franc-maçon. Donc déjà, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est il vient d'où en fait ce fameux œil de la providence qu'on voit partout, et surtout pourquoi il est systématiquement lié principalement à la franc-maçonnerie et aux Illuminati. À l'origine, l'œil de la providence est un symbole ni plus ni moins chrétien. On peut le retrouver dans plusieurs œuvres religieuses, notamment à l'époque de la Renaissance, et en fait cet œil de la providence représentait tout simplement Dieu, la bienveillance de Dieu qui veille sur l'humanité tout entière. Le triangle, quant à lui, a aussi une signification religieuse de très longue date. Il nous ramène à la Trinité chrétienne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a même pu voir des siècles avant certaines représentations de Dieu
sous forme de triangle avec des rayons de soleil. Mais ce fameux symbole de l'œil, on le retrouve également chez les Égyptiens. Le motif des yeux, on le retrouvait par exemple peint sur des cercueils qui permettaient aux morts de voir dans l'au-delà. Et l'un des symboles égyptiens le plus connu et qui est donc arrivé jusqu'à nous, en termes de célébrité, j'entends, c'est l'œil d'Horus. Cet œil a la particularité d'être un œil hybride, moitié humain, moitié faucon. Et selon l'ancienne mythologie égyptienne, le dieu roi Horus, souvent donc représenté comme un homme à tête de faucon, aurait eu les yeux coupés lors d'une bataille avec son oncle Sès. Et avec l'aide de Thoth, il a ensuite guéri ses yeux. De ce fait, l'œil d'Horus était donc un symbole chez les Égyptiens de protection et on s'en servait également comme amulette. Donc là déjà, c'est quand même intéressant de souligner que en termes de symbolique, aussi bien du côté chrétien que du côté égyptien, l'œil représente la protection et la bienveillance. Et c'est en s'inspirant justement de ça que le dollar a été créé. Pour eux, la pyramide qui est également représentée dans le billet, c'est une pyramide inachevée en fait qui représente 13 niveaux, qui représentent les 13 états originaux des États-Unis. Et l'œil, en fait, ils l'ont inclus comme étant justement l'œil de Dieu qui surveille de manière compatissante la naissance de cette nouvelle nation. Donc en fait, là on en conclut que rien à voir avec la franc-maçonnerie ou les Illuminati. Mais certains persistent à dire que l'œil omniscient de Dieu a été créé par les francs-maçons. D'autres pensent que l'œil sur le billet, c'est tout simplement l'œil du gouvernement qui nous surveille. Bref, en gros, à partir de là, c'est un petit peu à vous de choisir votre camp, quoi. C'est soit l'œil de la bienveillance, soit l'œil du gouvernement. Et pour donc en revenir à la musique, en 1996, il y a un groupe qui s'appelle Paul Richthouse Teachers qui vont tout simplement mettre des images anti-Illuminati sur la pochette de leur album qui s'intitule The New World Order, le nouvel ordre mondial. Donc on continue, comme je vous disais avant la parenthèse des symboles, à persister dans les Illuminati à la tête du monde et le nouvel ordre mondial. Mais là où en fait il va y avoir un énorme boom de la théorie conspiration Illuminati, c'est naturellement, je pense que vous l'aurez deviné, après les attentats du 11 septembre 2001. Et c'est à peu près d'ailleurs à la même période qu'il va y avoir un nouvel acteur qui va jouer un rôle très très important dans l'alimentation, si je puis dire, des théories du complot et notamment toujours ces Illuminati, à savoir Internet. Internet, comme on le sait, c'est un média sans filtre. N'importe qui a une théorie plus ou moins délirante sur un sujet peut la communiquer à tout le monde et après voilà, ça fait effet boule de neige, tout le monde se transmet le truc, ajoute un petit peu ses épices à lui, ses théories à lui et tout, et voilà, petit à petit peuvent naître de grands complots. Toutes les théories qui vont naître sur internet vont être en mode roue libre, ça va circuler à tout va, ça va s'alimenter de partout et du coup ça va se faire de plus en plus connaître. Et c'est là où ça part un petit peu en cacahuète, je trouve d'un certain côté, c'est que il n'y a plus grand chose en fait qui vont paraître crédibles. Beaucoup d'événements vont être remis en question. Je pense notamment par exemple à la mort de Tupac. Tupac qui est un fils d'une militante des Black Panthers, vous voyez on revient à eux, et qui aurait été assassiné en 1996, pas par une attaque de gang comme on l'entend avec Notorious Big et tout ça, mais par les sbires de la loge Illuminati, car il sortait un album qui s'appelait Killuminati. Et c'est là où vous voulez, où ça devient hyper intéressant, et c'est là où je trouve que ça illustre le mieux tout ce gros bordel dont je vous parle depuis le début, parce qu'on est d'accord que c'est un bordel sans nom. À quel moment en fait, du coup, en voyant que finalement la population noire américaine principalement va muter complètement dans le sens inverse, à savoir que donc dans les années 2000, ce sont désormais les stars de la musique noire, donc les nouveaux riches du gangsta rap principalement, qui sont maintenant accusés d'être les marionnettes des maîtres restés dans l'ombre. Autrement dit, ces noirs embourgeoisés auraient donc vendu, je mets bien des guillemets cette fois-ci, parce que c'est l'expression en fait, vendu leur âme à des producteurs de l'élite judéo-maçonnique blanche. Est-ce que vous avez bien suivi? Et si vous voulez, ce revirement de situation, il va tellement prendre place dans les consciences qu'on va même soupçonner le mouvement des Five
percenters, donc les fameux 5%, les sages. Vous vous rappelez, selon les Black Muslims, il restait que 5% de la population qui était sage et qui devait justement éveiller les consciences. Et bien on va même soupçonner ces 5% là d'avoir fait allégeance aux Illuminati. Et là ça s'est encore plus accéléré depuis maintenant une dizaine d'années, ces 10 dernières années. On traite d'Illuminati à tout va. Jay-Z, Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna, et en plus j'avoue, ils arrangent pas leur cas, ils arrêtent pas de faire des signes maçonniques. Donc en gros, si on suit toute cette logique, c'est du buzz et en même temps de l'anti-buzz, parce que c'est se revendiquer de quelque chose qui n'est pas revendicable, voyez-vous. Donc du coup, pourquoi ils font ça si les Illuminati sont un groupe secret? Pourquoi du coup ils s'amusent à montrer des signes comme ça? Maintenant tout le monde sait ce que ça veut dire, donc pourquoi ils s'en cachent même plus? Pourquoi donc il y a toutes ces histoires à propos d'avoir vendu son âme au diable, genre littéralement? Quel est le lien en fait du coup avec tout ça? Parce qu'on vient de voir que finalement les rituels sataniques, ça n'a rien à voir avec les Illuminati, donc pourquoi en fait? Et bien tout ça, mes chers amis, on y répondra dans la deuxième partie de cette vidéo, donc je vous retrouve demain 16h. J'espère vraiment ne pas vous avoir perdu. Je vous avais promis que quand je vous en parlerai, j'allais faire un gros dossier, et maintenant pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fouine, c'est pour ça que j'appelle toujours mes fouinasses quand je vous laisse des petits posts sur YouTube, c'est parce qu'ici on fouine, on ne se contente pas que de la surface, on fouine. Je vous laisse digérer un petit peu tout ça et on se retrouve demain pour la suite. Mouah. Bisous, à demain. Like.